Chers auditeurs, bonsoir, bienvenue dans le réel. Vous êtes bien sûr Méridien Zéro, l'émission francophone et non conforme de Radio Bandera Nera. Wilsdorf à la barre ce soir, accompagné par par le tandem classique avec Jean-Louis Rumégas. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Ce soir avec nous dans nos studios, nous avons le plaisir d'accueillir Olivier François, collaborateur d'Éléments. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Michel Thibault, collaborateur, directeur d'Éléments, s'il vous plaît, collaborateur de Crisis et de Spectacle du Monde. Bonsoir Michel. Ce soir, une émission consacrée à un personnage emblématique, s'il en est, en tout cas d'actualité. J'ai nommé Hugo Chavez, le président sulfureux du Venezuela. Avec ce thème qui est Hugo Chavez. Alors nous n'avons pas la prétention de révéler ce soir des vérités cachées ou autres, plutôt d'essayer d'y voir un petit peu clair, de trier en quelque sorte le bon grain de livret, entre certaines vérités qui sont dites et relayées et d'autres qui nous sont mensongères bien évidemment, car on a tout dit de Chavez en Occident, loin dictateur autoritaire, populiste, gorille antisémite selon le très respectable Alexandre Adler, qui aurait la prétention d'étrangler son peuple et de piétiner les institutions à coups de Rangers en bon militaire qu'il est. Il faut dire, et c'est vrai, que le président vénézuélien cumule un certain nombre de défauts. Il est socialiste, populaire, entendez par là populiste, anti-impérialiste, donc dans l'esprit de tous provocateur. Et de plus, il a le toupet d'entretenir de bonnes relations avec le président iranien Ahmadinejad et de soutenir le peuple palestinien. Ce faisant, le traitement par nos médias, nous le verrons durant cette émission, du phénomène Chavez est assez bien résumé par cet article un petit peu ancien qui date de 2007. Article de Rue 89 intitulé « Chavez, Dieu ou dictateur » où l'on apprend qu'un collectif d'intellectuels, un collectif que le monde entier nous envie, j'entends par là les éternels pieds nickelés qui ont à cœur d'amener les libertés et les droits de l'homme un peu partout dans le monde, j'ai nommé BHL, Finkielkraut, Glucksmann, qui avait signé en 2007 donc un texte dans le journal Libération, un texte dénonçant l'opportunisme humanitaire de Chavez, et également, et là ça donne toute la mesure, une vidéo relayée par l'AFP, accusant le président vénézuélien de vouloir tirer des missiles sur les États-Unis, rien que ça. Il est vrai que Chavez a tout pour plaire. Nous tenterons d'ailleurs ce soir d'expliquer sa popularité dans nos milieux, de voir un petit peu qui est ce personnage. Voilà entre autres pourquoi il nous semblait intéressant ce soir et nécessaire de débattre autour du cas Chavez. Voilà, je laisse la parole tout de suite à Jean-Louis pour une petite présentation rapide du Venezuela, pour que nos auditeurs puissent un peu situer ce pays qui est bien loin de chez nous. Oui, on peut faire une petite présentation sous forme de carte postale finalement. Donc le Venezuela est un pays du nord de l'Amérique du Sud. C'est un des fleurons de l'Amérique latine, découvert par Christophe Colomb en 1498, colonisé évidemment par les Espagnols. Alors, le territoire est à la jonction entre deux mondes, puisque sa façade atlantique est quand même très importante, mais qu'il s'étend en même temps sur le bassin de l'Orénoque et sur les basses terres des Andes, ce qui fait que sa population est très largement métissée à partir des populations indiennes d'origine. Avec aussi évidemment un apport de la traite négrière, puisqu'une partie de la population est noire ou d'origine mulâtre, on va dire. Le Venezuela a des caractéristiques qui sont globalement moyennes. Alors, 900 000 km², ça en fait quand même un beau pays, c'est à peu près le double de la France métropolitaine. Une population de 28 millions d'habitants, donc pas une puissance majeure, on est loin du Brésil. On est relativement loin aussi de l'Argentine en termes de superficie. Par contre, il est clair que le Venezuela, outre ce qu'on va en dire ce soir, est quand même une bonne image des transformations actuelles de l'Amérique latine qui sont au cœur de la mondialisation. Le Venezuela n'est pas un pays émergent, c'est-à-dire qu'il n'est pas considéré, les pays émergents en Amérique latine, c'est le Brésil, c'est le Chili, c'est l'Argentine. Le Venezuela, généralement n'en fait pas partie ou n'est pas classé comme tel en raison d'orientations économiques sur lesquelles nous aurons à revenir, et en particulier le fait que finalement la part de l'industrialisation y est relativement minime, et que le Venezuela vit surtout de sa rente pétrolière. Par contre, ces caractéristiques sont plutôt honorables sur le plan social et démographique, avec un niveau d'IDH, donc l'indice de développement humain, qui reste quand même le principal classement de l'ONU, pour établir un petit peu une hiérarchie des pays.
Le Venezuela a un IDH de 0,735, sachant que la grille de l'IDH va de 0 à 1. Généralement, on considère qu'un IDH positif, satisfaisant, est supérieur à 0,8. C'est-à-dire que le Venezuela se situe dans une position qui est relativement moyenne. Pareil pour une mortalité infantile, hein, qui n'est plus une mortalité infantile évidemment de pays du Sud ou de pays du Sud en difficulté, avec une mortalité donc, de 20 pour 1000, mais qui en même temps montre qu'il reste un certain nombre de choses qui font que le Venezuela est un pays en développement, même si un certain nombre de ses parties, en particulier Caracas, présente des visages qui ressemblent très largement à celles des métropoles du Sud, avec des quartiers qui n'ont pas forcément beaucoup de choses à envier à nos métropoles, et puis d'autres qui sont carrément des bidonvilles ou des favelas, puisque c'est le terme utilisé au Brésil. Dernière petite chose, je le disais, hein, le PIB et l'économie est quand même très largement basée sur le pétrole. C'est ce qui fait que finalement, la situation du Venezuela est très très fluctuante et que sur la dernière décennie, en gros depuis l'année 2000, hein, on a pu voir s'enchaîner les taux ou les pourcentages positifs ou négatifs au gré des années, ce qui fait que le point de vue qu'on peut avoir sur le pays, le point de vue économique et social qu'on peut avoir sur le pays peut changer en fait d'une année à une autre à cause en fait de la rente pétrolière et des fluctuations qui y sont liées. Et donc nous aurons évidemment à revenir sur cet aspect parce que ça masque et finalement ça constitue un filtre pour une lecture réelle des succès qu'on peut attribuer à Hugo Chavez sur la douzaine d'années d'activité politique hein, qui lui incombe. Bien, merci Jean-Louis. Alors, le plan de cette émission va être relativement simple. Il a d'abord un pan d'actualité par rapport à la personnalité et la réélection récente, mais on y reviendra à plus de 54% lors des élections au mois d'octobre, aux élections présidentielles vénézuéliennes. Et je vous propose, pour mieux cerner le personnage, je crois que c'est incontournable, de commencer sur un plan, on va dire, un petit peu, je ne vais pas dire généalogique, mais au moins démarrer en parlant de la jeunesse et de l'enfance de Chavez qui ont été déterminantes et qui permettent de mieux cerner le personnage, en tout cas son cursus, son parcours et ce qu'il est aujourd'hui. Olivier, je voulais savoir. Oui, non, mais je croyais que vous aviez des choses à présenter sur le personnage. Moi, ce qu'il faut dire, c'est que comme beaucoup de jeunes issus des milieux populaires, Chavez a embrassé la carrière militaire et faudrait peut-être expliquer ça. Moi, je dois vous avouer que je ne connais pas parfaitement la biographie de Chavez. Il y a un documentaire qui a été fait par un Argentin qui est assez étonnant. Alors, je pense que Chavez se met en scène. Peut-être qu'on pourra en parler dans les rapports entre Chavez et Mélenchon. Et il se met en scène clairement quand il explique ce qui l'a fait naître à la fois à la politique et à la culture. Il parle de l'armée et de la caserne. C'est-à-dire que pour Chavez, c'est très important, et comme pour beaucoup d'ailleurs de gens de milieu modeste, c'est-à-dire la chose qui a permis l'ascension sociale d'un certain nombre de ces personnes-là, c'est vraiment l'armée, qui restait malgré les régimes successifs, et il y en eut aussi des libéraux, restait malgré tout un moteur d'ascenseur social et un lieu où se transmettaient à la fois des valeurs patriotiques et des valeurs sociales, car la singularité peut-être de l'armée vénézuélienne, ça lui vient sans doute de ses origines bolivariennes et révolutionnaires, c'est que l'armée vénézuélienne n'a jamais été une armée de l'élite, une certaine élite militaire comme on peut le trouver en Argentine ou au Chili, où en effet les élites militaires en Argentine et au Chili étaient proches des grands propriétaires terriens, etc. Et donc l'armée vénézuélienne a gardé toujours à la fois un patriotisme relativement conséquent et une sorte de souvenir de cette geste bolivarienne et de sa proximité aussi avec le peuple vénézuélien, et même dans ses aspects, enfin les franges les plus populaires du peuple vénézuélien. Et c'est important de noter ce rapport et cette relation presque très charnelle de Chavez avec son passé militaire. D'ailleurs, il l'assume tout à fait, puisqu'il lui arrive il le revendique, et il lui arrive même dans ses campagnes électorales d'aimer se faire appeler commandante, etc. Oui, il y a aussi, ça c'est propre à l'Amérique du Sud, cette image du commandante avec l'image de Guevara derrière. Enfin, ouais. Donc Chavez, lui, est originaire d'une famille principalement
essentiellement indienne et indigène, issu d'une région, d'une contrée relativement lointaine de Caracas. Hein. C'est vraiment quelqu'un de la campagne, enfin, c'est quelqu'un du terroir. Et je crois qu'élevé essentiellement il est descendant également, il a un aïeul qui est lui-même un ancien révolutionnaire, donc il entretiendra aussi tout ce mythe autour de lui comme une espèce de filiation naturelle pour pouvoir devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et je crois qu'on peut résumer là déjà le caractère de Chavez comme quelqu'un à la volonté et déterminé, et quelqu'un qui a toujours eu dans sa vie la volonté de s'en sortir. Oui. Alors, peut-être avec un peu d'humour, mais je pense que dans le fond, il disait vrai. Dans un livre d'interview avec le responsable du journal Le Monde au Venezuela, Chavez avait dit qu'il voulait devenir en fait au départ champion de baseball. Et en fait, il se serait d'abord le sport national au Venezuela, voilà. Comme à Cuba. Ouais. Voilà, et il se serait engagé dans l'armée parce que l'armée avait une équipe. Et en fait, il a découvert dans l'armée, on peut dire, une seconde famille. Ça l'a marqué profondément. Et pour lui, il n'y avait au Venezuela comme force d'opposition que l'armée. Et ça, c'est très important à savoir. C'est qu'il a dit, quand je suis arrivé au pouvoir, le mouvement étudiant n'était pas organisé. Le mouvement syndicaliste était inexistant, à force d'être matraqué par l'oligarchie. Et donc, il a dit, il n'y avait que l'armée. Donc, il a commencé par nommer, soit comme ministre, soit comme gouverneur de région, etc., des militaires. Et je crois que un des drames de la révolution bolivarienne, c'est le même drame que la révolution en Union soviétique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas, au départ, assez de cadres, de personnes formées soit à l'économie, soit aux politiques d'éducation, sanitaire, etc. Et que Chavez a essayé de pallier avec les gens qui étaient le plus proches, les militaires. Et on voit que très tôt, dès son enfance, avant même de rentrer dans le corps militaire, la présence, l'influence de quelqu'un comme Bolivar est déterminante, justement. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est essentiel. C'est vraiment le héros par excellence et qui va influencer jusqu'encore aujourd'hui, puisqu'on verra que la constitution qu'il a faite modifier porte le nom, la République bolivarienne, telle qu'il l'a nommée, il a eu à cœur de la nommer. Et cette présence de Bolivar va jouer un rôle déterminant. C'est véritablement un éveil à la politique, comme un fil rouge tout au long de son ascension et de son parcours en tant qu'adolescent, et après en tant que militaire. Oui, on peut juste rappeler un petit peu la figure de Bolivar, puisque j'ai esquivé de le faire en présentant le Venezuela. Donc, Simón Bolívar est par ailleurs appelé le Libertador en Amérique latine, et l'une des figures à la fois, c'est un héritage à la fois des Lumières, puisque l'essentiel des activités de Simón Bolívar, c'est le début du 19e siècle, c'est en particulier les deux révolutions qu'il mène au Venezuela, donc en 1809 et en 1811, la deuxième étant un succès, puisque 1811 est la date de l'indépendance du pays. Et Simón Bolívar assume un héritage qui est largement inspiré des Lumières, à la fois par son attachement à l'égalité sociale, à la notion du droit aussi. Très souvent, on en fait un héritier des idées de Rousseau. Alors après, les idées de Rousseau, en ce moment, sont en pleine révision dans nos milieux. Donc voilà, il y a encore quelques années, je pense que ça aurait fait dresser les cheveux de plus d'un de nos auditeurs ou plus d'un lecteur d'éléments, par exemple, qui lui a consacré un dossier. Et donc Bolivar, en fait, a laissé une trace, essentiellement, alors pas tant par ses idées politiques, parce que finalement, même si, en partie, les différentes républiques d'Amérique latine ont pu au départ se construire sur ces idéaux, ils ont très souvent versé dans des oligarchies ou des systèmes dictatoriaux qui en étaient très éloignés. Par contre, il reste du bolivarisme, une dimension clairement nationaliste, en opposition évidemment aux grands voisins du Nord, et donc en particulier les États-Unis, parce que par ailleurs, Bolivar avait aussi une dimension qui était panaméricaine, dans un sens latin, dans un sens latino,
qui faisait que c'est pas vraiment un nationalisme comme on peut l'entendre en Europe de par les vieilles nations européennes. Olivier ? Et d'ailleurs, c'est la référence à Bolivar. De ce point de vue-là, vous avez rappelé qu'il avait une vision même pour le continent. C'est-à-dire c'est un nationalisme continental en quelque sorte, puisque l'un des slogans des bolivariens, enfin depuis Perón jusqu'à Chavez, de temps en temps, ça arrive América Total. C'est-à-dire l'Amérique totale contre ce qu'ils considèrent comme ne pas être l'Amérique, c'est-à-dire ce pays du Nord qui s'appelle les USA. Et alors c'est intéressant cet aspect-là, car en effet, souvent, même s'il se dit patriote vénézuélien, Chavez ne perd jamais cette dynamique panaméricaine, comme vous le rappeliez. Et donc il a créé une association bolivarienne qui comporte aussi, qui a des liens à la fois avec le président bolivien, je crois, Evo Morales, avec Cuba, avec je crois aussi le président de l'Équateur, dont je ne me rappelle plus le nom. Donc il y a cette dynamique très panaméricaine chez Chavez, et qui a évidemment ensuite, et qui aura, on le verra peut-être par la suite, des implications sur sa géopolitique et sur sa vision aussi peut-être pas tricontinentale, pour parler comme Che Guevara, mais en tout cas à la fois contre les blocs, essayer de créer un bloc des non-alignés, un petit peu dans cet esprit-là, mais au fond, c'est une vieille, une idée qui n'est pas si récente que cela en Amérique du Sud. Vous avez parlé de Bolivar. Je pense que parmi les références de Chavez, une référence d'ailleurs qui ferait frémir le chaviste officiel Mélenchon, qui est Juan Perón. D'ailleurs, pour toute une partie de la gauche, il faudrait trouver un autre terme, parce que la gauche sud-américaine est très ambiguë et très ancrée aussi dans des traditions nationales et patriotiques. Mais pour une bonne partie de la gauche sud-américaine, la référence à Perón, militaire, qui a été en Italie dans les années 30, se former, etc., et qui avait les sympathies qu'on sait, ne pose pas du tout de problème, puisque Perón à la fois avait, ce qui paraît aujourd'hui complètement un peu peut-être délirant, à la fois une certaine sympathie, sans doute de militaire catholique pour Franco, et en même temps entretenait avec les États-Unis un rapport pour le moins, en tout cas réticent, et qu'il était très anti-impérialiste et n'avait pas de souci à essayer de travailler avec des gens comme Nasser, avec certains partis, certains partis communistes, etc. Donc c'est un personnage, je pense, assez central, puisque Perón montre aussi pas l'ambiguïté, mais la complexité de cette fameuse gauche sud-américaine qui est souvent sociale, mais qui n'est pas toujours progressiste, en tout cas de la manière que l'Occident, pas au sens où nous on peut le comprendre. Voilà. Il est vrai qu'à cette époque-là, les modèles ne manquent pas, c'est le moins qu'on puisse dire, en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Juste pour rappeler peut-être la date de naissance, parce qu'elle est importante, 1954, c'est-à-dire que au début des années 70, à la fin des années 60, Chavez est encore relativement jeune, et qu'en Amérique du Sud, il y a pléthore de modèles pour lui. Il le cite d'ailleurs abondamment, des gens comme Allende ou d'autres. Ouais. Et sa première vraie prise de conscience politique, il le dit, je crois lui-même, c'est le président panaméen Omar Torrijos au moment de la crise de Panama. Toutes ces images sont emblématiques, j'imagine, dans cette culture politique naissante et cette volonté de s'afficher comme quelqu'un. Enfin, oui, Michel ? Oui, et il y a une autre figure qui est aujourd'hui un peu oubliée, mais c'est Sandino. Sandino, dans les années 30, a combattu l'oligarchie, appuyé par les États-Unis. Il a fini par être assassiné par la famille Somoza. La famille Somoza qui a gouverné le pays jusqu'à l'arrivée des sandinistes. Pour préciser, au Nicaragua. Au Nicaragua. Et effectivement, l'histoire de l'Amérique latine, on y trouve un certain nombre d'hommes qui, à un moment ou à un autre, se sont trouvés confrontés aux États-Unis. Et aujourd'hui, je pense que c'est ancré dans la mémoire, Bolivar, Sandino, Perón, et ça a façonné le socialisme et le patriotisme sud-américain. On en retrouve les traces, comme a dit notre ami, dans le chavisme. Mais est-ce qu'on peut parler justement à cette époque-là de dérive, ou en tout cas d'attitude gauchiste, parce qu'on est véritablement dans cette logique-là ?
Alors moi, à mon avis, c'est assez ambigu, parce que à la fois, il y a en effet, comme vous dites, une dérive gauchiste, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les idées gauchistes, et puis on est encore dans la guerre froide, donc la référence soit à l'Union soviétique, soit au maoïsme, qu'on considère comme un petit peu des blocs anti-impérialistes, vont séduire un certain nombre de militants sud-américains. Le modèle cubain. Oui, et puis le modèle cubain, évidemment, qui est d'ailleurs au début, qui n'est pas un modèle qui se rallie au bloc soviétique, qui est plutôt non aligné, et en fait, Fidel Castro se convertit relativement tardivement, enfin à la fin des années 60, milieu des années 60, fait allégeance au bloc soviétique. Mais c'est un petit peu remis en cause par la déclassification de certaines archives, en particulier d'archives américaines de la CIA sur cette époque. Donc de conversations privées, en particulier de Castro avec les responsables soviétiques, où apparemment quand même c'est sans doute plutôt la prise de position pro-soviétique est sans doute antérieure et plus tôt qu'on ne le pensait. En même temps, Castro malgré tout reste assez critique, relativement critique sur le soviétique. Enfin, il prend des petites distances de temps en temps jusqu'au milieu des 60. Enfin, le vrai alignement commence pour Castro à la fin des années 60 à mon avis. Mais pour revenir justement à cette gauche, et ça permettra peut-être de comprendre mieux le personnage de Chavez et aussi ses ambiguïtés dont il faut peut-être parler, c'est que en effet des patriotes même péronistes en Argentine vont se retrouver du côté des Montoneros. Enfin, le péronisme va se scinder entre une part droite très nationaliste mais en même temps défendant un certain nombre d'intérêts des hautes classes argentines, notamment dans les années 70, et une frange clairement gauchiste du péronisme, mais pour lequel la référence à Perón compte toujours, et qui vont devenir quasiment maoïstes, se réclamer à la fois de Perón, ce vieux général qui ne cachait pas son admiration pour Mussolini, et d'un maoïsme révolutionnaire, ce qui est assez incompréhensible, encore une fois, pour peut-être un gauchiste français. Et ce qui d'ailleurs donnait lieu, ça a été raconté plusieurs fois, même peut-être par Régis Debray, donnait lieu parfois à des malentendus quand ces gens-là allaient visiter leurs camarades en Amérique du Sud, où ils se retrouvaient avec des gens qui étaient parfois admirateurs de Gaulle, ce qui pour un gauchiste français à l'époque était un peu déstabilisant. Pour le moins, voilà, faisait l'éloge d'un certain nombre de vertus que les gauchistes, notamment des vertus morales un peu ascétiques, que les gauchistes avaient mis de côté dans ces années-là. Donc moi je trouve que la gauche sud-américaine, et ça permet de comprendre Chavez notamment, parce que Chavez est un homme c'est un véritable patchwork, sa pensée politique. Ça va de Perón à une certaine théologie de la libération. Oui, parce qu'il y a une influence aussi du christianisme. Il revendique, il cite régulièrement, alors je ne sais pas si c'est les évangiles, mais en tout cas il cite assez fréquemment Jésus, il parle de Dieu de manière avec beaucoup de liberté, peut-être dû certainement à son éducation, parce que je crois que son père était démocrate chrétien, et il a servi la messe pendant très longtemps, et voilà, je crois que d'ailleurs c'est... À propos, si vous me permettez, une citation de Chavez, qui va voir dans un quartier populaire, alors il faut faire la part aussi de la propagande, et qui explique à un habitant des barrios, être riche c'est mal, tu sais, répète Chavez. Ce n'est pas moi qui dis qu'être riche c'est mal, j'emprunte juste une phrase à mon Seigneur Jésus-Christ, en qui j'ai foi. Le prophète Isaïe maudissait les riches, Christ et les prophètes étaient socialistes parce qu'ils luttaient pour les pauvres contre les riches, comme dans notre révolution. Ça ferait frémir, je pense, un certain nombre de francs-maçons au sein du parti de gauche, où Chavez, en effet, pour lui, la référence au Christ, entre autres, puisqu'il fait à la fois référence au Christ, parfois à un certain pape, d'ailleurs, c'est parfois un peu délirant, et autant qu'à Che Guevara, à Marx récemment, enfin bon. C'est comme vous le disiez, il y a une perspective très, très particulière à l'Amérique du Sud qui est liée à une culture bien spécifique, et on le voit, la théologie de la libération, c'est quelque chose qui ne s'est quasiment jamais exporté, c'est quelque chose qui est propre à l'Amérique latine, et on voit aujourd'hui très fréquemment la théologie de la libération proche des mouvements gauchistes, je veux dire, que ce soit au niveau des FARC ou ailleurs, on retrouve énormément, et Chavez fatalement a été influencé. Donc quand vous parlez de patchwork, je crois que le mot est très juste, on est vraiment dans cette logique de patchwork. Bon, la période militaire, Michel ? Oui, il y a aussi pour parler de cette ambiguïté, le sous-commandant Marcos au Mexique avait reçu un jour un journaliste de Libération, et le journaliste de Libération lui a dit « Vous faites jamais référence aux ouvriers ». Et le sous-commandant Marcos a dit « C'est parce qu'il n'y a pas d'ouvriers chez les Indiens. Ils sont paysans, etc. » Il a dit « Oui, mais vous parlez jamais de la cause des femmes. » Il a dit « Chez les Indiens, c'est pas un problème. » Voilà. Bon, le journaliste de Libération commençait à perdre pied.
Puis à la fin, il dit, mais vous parlez jamais d'arrêter certaines productions, qu'il faut moins consommer, etc. Et là, le sous-commandant Marcos lui a dit, mais de quel droit, vous, Français, pourriez avoir un frigo et dénier ce droit aux Indiens? Et on voyait que plus l'interview avançait, plus le journaliste de Libération était en porte-à-faux avec le sous-commandant Marcos. Et c'est souvent pareil avec Chavez. Ils font avec les militants d'extrême gauche. Ils font avec parce qu'ils n'ont plus grand-chose à quoi se raccrocher. Guevara n'est plus là. Fidel Castro sont bien perdu. Les illusions sont perdues. Donc ils se raccrochent à des bouées, mais c'est pas forcément. L'imagination aussi a disparu, je pense. C'est-à-dire dès qu'il y a quelqu'un qui fait, même si nous verrons, j'espère que Chavez est sous certains aspects assez critiquable, mais il se rattache à ce qui semble marcher. En tout cas, ce qui marche quand même beaucoup mieux que leurs promesses, leurs trahisons et leur échec depuis 40 ans. Donc dès qu'il y a cette espèce de petite nouveauté relativement présentable pour Chavez. Enfin, il cache d'ailleurs les aspects qui les gênent. Il se raccroche à Chavez. En effet, moi, j'ai été par curiosité à la fête de l'UMA. C'était étonnant d'ailleurs de voir certaines gauchistes chevelus ou certains gauchistes un peu perdus, militants du front de gauche à dreadlock, se balader dans le centre du Venezuela où il y avait un portrait de Chavez en uniforme de parachutiste avec marqué pour la patria, etc. Enfin, c'était une sorte de choc des civilisations. Assez réel. Voilà. D'ailleurs, Chavez, de ce point de vue-là, n'a fait que remplacer en effet le sous-commandant Marcos, qui pendant une petite décennie, en gros les années 90, était à toutes les sauces et était dans toutes les scènes. Et d'ailleurs dans tous les courants, que ce soit communiste, libertaire, c'était l'icône. Voilà, tout à fait. C'était l'icône de l'époque. On n'en entend plus parler. Exactement. Alors qu'a priori, je suppose, j'en suis pas spécialiste et c'est vrai que ça ne constitue pas le principal de mes préoccupations, mais je suppose qu'il doit encore y avoir des luttes sur place au Chiapas. Il doit y avoir encore des luttes indigènes parce qu'a priori, même si le Mexique a beaucoup évolué ces dernières années, on peut supposer quand même que sur place, ce qui avait fait naître les conflits ne sont pas réglés. Ça ne constitue plus en effet la référence ramenée à tout bout de champ pour essayer d'expérimenter des choses ici, clairement. Voilà, donc la période militaire de Chavez, on arrive rapidement en 1992, où véritablement, je dirais, la machine commence à se mettre clairement en place. 1992, le premier coup d'État manqué, enfin le putsch, avec quelques camarades... Oui. Je voudrais rajouter sur le putsch, parce qu'on n'a pas parlé de ce personnage, mais qui est intéressant, car il a été longtemps allié avec Chavez, c'est un certain Douglas Bravo. Douglas Bravo, qui était un petit peu l'équivalent raté, si je puis dire, de Guevara, mais au Venezuela, qui a été longtemps guérillero, qui a maintenant d'ailleurs pris ses distances avec Chavez, d'une manière très critique, marxiste orthodoxe, si je puis dire, de Chavez, et qui a été, je crois, au moment du coup d'État, il faut voir que derrière Chavez, il y avait en effet ces jeunes officiers, un peu comme Nasser d'ailleurs, cette équipe d'officiers, et en même temps toute une tradition plus guérillero derrière aussi le coup d'État. Voilà. Et puis les syndicats, le Parti communiste, ce n'est pas que Chavez et ses officiers qui agissent au moment du coup d'État, même si c'est la figure centrale. Voilà, donc ce coup d'État qui arrive donc en février 92, à l'époque c'est le président Pérez donc, qui était à la tête du Venezuela. Ce groupe de personnes donc, qui essayent de prendre le pouvoir, MBR 200 comme on l'appellera, avec ce putsch qui prend pour nom Ezequiel Zamora. Alors là, j'ai pas su... voilà. Ça vous parle? Peut-être que c'est une référence peut-être connaissant. Donc voilà, donc elle échoue bien évidemment. Si je ne m'abuse, non, ça fait référence à une vieille figure révolutionnaire pour le coup, du 19e. Ah, j'avais pas eu. Voilà. D'accord. Bon, très bien. Merci Jean-Louis. Non, et donc sa tentative échoue et il part en prison. Alors ces années de prison, qu'est-ce qu'on peut en dire? 2 années de prison. La République vénézuélienne a été bonne fille quand même, hein, parce que pour un coup d'État, il n'y reste que 2 ans quand même. C'est pas bon. Oui, il y a pire. Il y a bien pire. Donc rapidement, aux élections 94, donc le président Caldera est élu et donc une de ses promesses politiques est de libérer Chavez. Et entre-temps, Chavez en prison aura appelé lui à l'insurrection. On voit en germe déjà toute la stature du personnage et ce qu'il va devenir en tant que personnage public, puisqu'il a déjà une certaine aura. Il enregistre des cassettes, il est diffusé, il est relayé. Il y a une prise de conscience. Qu'est-ce qu'on peut dire du Venezuela à cette époque-là politiquement? Alors, c'est une question très intéressante parce qu'effectivement, quel était le Venezuela avant Chavez?
C'est une colonie, on peut dire que c'est une colonie américaine, gouvernée principalement par ExxonMobil, qui a le pouvoir total, qui prend 80% des bénéfices pétroliers, qui laisse quelques miettes à l'État vénézuélien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ExxonMobil, pour avoir la paix, quand Chavez est arrivé au pouvoir, il a regardé les comptes. Il s'est aperçu que 12 à 13 000 personnes qui étaient inscrites dans les salariés dans le domaine pétrolier au Venezuela ne venaient jamais. Non seulement ils ne venaient jamais, mais ils ne venaient même pas chercher leur chèque, ils étaient virés directement. Donc, ExxonMobil avait la main sur le pays. Il y avait une autre compagnie aussi pétrolière américaine. Et la terre était aux mains de l'oligarchie. Avec des résistances quand même. Hein. Dans les campagnes, il y avait des résistances. Il y a eu des mouvements. Car le problème de la terre est récurrent dans toute l'Amérique latine. Je crois qu'on peut le dire, c'est un problème d'expropriation par rapport aux droits aussi des revendications indigènes, ainsi de suite. Et, disons que ça correspond en fait à... Ce profil économique correspond à la vocation première de l'Amérique latine. Lorsque les Espagnols et les Portugais s'installent en Amérique latine à partir en gros des années 1500, à partir du XVIIe siècle, c'est pour une recherche de matières premières, que ces matières premières soient minières, soient agricoles. Donc on a une économie de la plantation, qui s'installe là où elle peut, donc plutôt en climat tropical. Et puis ailleurs, les grandes terres, c'est de l'élevage extensif, c'est l'agriculture extensive, et donc il y a un régime de propriété qui se met en place, qu'on appelle les latifundia, qui sont des grandes propriétés, avec des propriétaires qui sont plus ou moins absents, parce que très souvent ils vivent en ville, d'accord, voire lorsque ce sont des colons, très souvent ils résident pour une partie de l'année en Espagne ou au Portugal, et donc de toute façon ils ne sont pas présents et ils ne font que collecter le produit de l'exploitation. On peut rappeler deux ou trois petites choses. Par exemple, le Brésil, le nom Brésil vient de la braise, parce qu'à l'origine, ce qui intéressait les Portugais, c'était la richesse forestière, c'était le bois. À un moment, une des plus grandes villes mondiales, ça a été une petite, maintenant ce qui constitue une bourgade en Bolivie, Polizzi, qui était une exploitation minière, enfin une zone minière. C'est-à-dire que vraiment l'Amérique latine était un puits à richesse pour les Ibères, pour les Ibériques. Et donc, il en est resté, évidemment, au XXe siècle, un certain nombre de traces. Simplement, les propriétaires ont changé, comme Michel le rappelle. Après les indépendances, très souvent, et suite à la doctrine Monroe, au début du XIXe siècle, donc doctrine Monroe qui place l'Amérique latine sous tutorat ou sous tutelle ou sous protectorat nord-américain, les Espagnols et les entreprises espagnoles ou portugaises ont été remplacées très souvent par des entreprises américaines. Et puis la structure foncière, elle est restée ce qu'elle était. Les grands propriétaires sont restés grands propriétaires parce que de toute façon, ils constituaient l'oligarchie. Et donc le Venezuela, de ce point de vue-là, n'échappait pas à cette règle-là. Avec peut-être quand même une petite nuance, c'est que le Venezuela n'a jamais été, malgré tout, une grande figure, un grand pays agricole, comparé à d'autres pays, que ce soit le Brésil ou l'Argentine. C'est vrai que la structure, on retrouve une structure foncière relativement classique. Et puis peut-être aussi une spécificité qui est liée à la manne pétrolière, qui n'est quand même pas anodine, qui fait du Venezuela un enjeu à part entière au niveau énergétique et pour toutes les grandes compagnies américaines. Voilà, je vous propose de faire notre première pause musicale et chers auditeurs, vous ne m'en voudrez pas, j'ai eu beau chercher, j'ai trouvé très peu de musique néo-folk vénézuélienne, donc je vous propose des choses plutôt couleur locale. J'attends vos commentaires sur le blog, comme vous savez si bien le faire. Tout de suite un groupe non pas vénézuélien mais argentin, Gigantes Magnéticos. C'est parti.
De retour sur Méridien Zéro après cette pause musicale fort sympathique, en tout cas je l'espère pour vous. Nous avons la grande joie ce soir de recevoir Olivier François et Michel Thibault pour parler de Hugo Chavez. Nous parlions de manne pétrolière et nous en étions en fait véritablement à la prise du pouvoir par Chavez en 1998. Non, 1998, oui c'est ça. Il fonde un parti politique. Son premier parti politique, on appelle le mouvement de la Ve République. Oui. Référence évidente à De Gaulle, puisque Chavez, je crois, a une admiration pour, comme beaucoup d'ailleurs de Sud-Américains qui n'ont pas forcément d'ailleurs les querelles que les Français peuvent avoir avec ce personnage polémique, si je puis dire. Mais en Amérique du Sud, évidemment, De Gaulle apparaît comme... C'est quoi, c'est la posture face aux États-Unis? Oui, c'est la résistance, c'est pas ça. C'est la posture face aux États-Unis. Il a chassé les Américains, il a chassé les Américains, c'est le discours de 67 aussi pour Chavez au moment de la guerre des 6 jours. C'est le discours de Phnom Penh, etc. C'est-à-dire le De Gaulle pour les Sud-Américains et évidemment le De Gaulle de 40, mais davantage le De Gaulle de la résistance à l'impérialisme américain, ce qui d'ailleurs a fait dire, il y a une anecdote puisqu'on en parlait tout à l'heure, quand Serge July, je crois, et certains 68 ards avaient été voir Fidel Castro juste après les événements, je crois que la rencontre se fait en juillet ou en août 68, Castro leur dit, mais bande de petits bourgeois, pourquoi vous n'avez pas pris les armes aux côtés du général pour résister à l'impérialisme américain? Je crois qu'ils doivent perdre certaines de leurs illusions quand même. Oui, ce genre de évidemment. Donc pour Chavez, évidemment, la Ve République est une référence évidente au général de Gaulle. Là, c'est quand même fort parce que être une référence est une chose, mais de là à nommer son parti politique comme en faisant référence directe à la Ve République. Est-ce que le De Gaulle, juste en aparté comme ça, est un personnage emblématique pour tous ces pays dits non alignés à cette époque-là? Non, c'est spécifique à l'Amérique latine, ça. Je pense que c'est spécifique à l'Amérique latine, mais il faut rappeler que même dans le monde arabe, d'ailleurs, il y a des points de comparaison entre un personnage comme Chavez et ce que furent surtout Nasser, en tout cas, c'est-à-dire à la fois un officier plutôt anti-impérialiste, même si Nasser c'est parfois ambigu, mais enfin plutôt anti-impérialiste, populiste, appel au peuple, etc. Et d'ailleurs, la rencontre entre Nasser et De Gaulle ne s'est pas faite, mais je crois savoir qu'à la fin du deuxième septennat interrompu du général De Gaulle, Malraux avait été envoyé en Égypte pour essayer de prendre les premiers contacts, juste après évidemment le discours de 67 sur la guerre des 6 jours. Donc oui, il y a des comparaisons. De Gaulle a été, surtout à partir de son deuxième septennat, une figure pour un certain nombre de non-alignés. Il faut rappeler d'ailleurs que quand il est mort, Mao en personne avait voulu offrir des fleurs et envoyer un message de condoléances et porter un message de condoléances à l'ambassade de France, etc. Donc en effet, De Gaulle, je crois que Jean Parvulesco nous a quittés il y a 1 ou 2 ans maintenant, enfin on aurait pu en parler. Et en effet, oui, De Gaulle a été une figure un peu, on pourrait dire, nationale et révolutionnaire. C'est à la fois en Amérique du Sud, mais dans le monde arabe. On en revient un peu à cette idée de patchwork que vous définissiez tout à l'heure. Puis ça reste l'incarnation, alors sans doute pas exactement pour nous, mais le gaullisme est plus qu'un bonapartisme, hein, mais dans le classement des droits, dans ce classement classique, alors bien remis en cause bien sûr maintenant, parce que c'est un classement qui date d'une trentaine d'années, mais le gaullisme est un bonapartisme et une figure du XXe siècle du bonapartisme. Et c'est vrai que pour quelqu'un comme Chavez, je suppose que en effet ça peut prendre ça a de l'importance. Surtout que De Gaulle avait viré les Américains de France. Il avait fait fermer toutes les bases. Le commandement de l'OTAN directement, qui est parti s'installer en Belgique à l'issue. Donc ça lui a donné une aura extraordinaire. Et il y avait le discours de Mexico, la mano en la mano, oui. Voilà. Oui, effectivement, ça résume bien la situation. Donc, Chavez, 98, au pouvoir, il est élu. Ils font ce parti politique. Et là, on commence déjà à attaquer, à rentrer dans le vif du sujet. Modification de la constitution vénézuélienne. On s'attaque. Oui, davantage d'ailleurs une lutte aussi. Il se veut l'homme de la nation. Et le chantre des défavorisés et des laissés pour compte, des marginaux. Exactement. Clairement. Hein. Donc, ça, c'est quelque chose qui reviendra tout au long, mais qui démarre vraiment à ce moment. J'ai une citation de Chavez, je peux me permettre de la lire, même si à mon avis on verra qu'elle est riche aussi de choses plus négatives, mais Chavez dit « J'exige la loyauté absolue envers mon leadership, je ne suis pas un individu », ça c'est intéressant, « Je ne suis pas un individu, je suis un peuple ». Voilà, donc montrer que Chavez a un rapport à sa présidence
qui est très loin d'être un rapport de démocrate suédois, si je puis dire, mais quelqu'un qui se veut incarner presque de manière presque monarchique, même si ça lui ferait pas plaisir que je dise ça, mais il veut incarner vraiment le peuple vénézuélien. Je crois qu'il avait d'ailleurs un slogan, je ne sais plus si c'est à ce moment-là ou pas, il se disait héros du peuple et fléau de l'impérialisme, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Ça résume assez bien le personnage. Si, cette victoire, elle est à replacer quand même dans un contexte plus général, qui le début, c'est le début de cette vague de gauche, hein, qui ensuite a touché au cours de la décennie 2000 d'autres pays d'Amérique latine. On y reviendra. Enfin, on a parlé tout à l'heure de la Bolivie, mais il y en a d'autres. Et ça correspond quand même au début d'un certain desserrement. C'est finalement une des conséquences de la fin de la guerre froide et du fait qu'à un moment, le spectre de la prise de pouvoir par la gauche latino-américaine ne suffisait plus à mobiliser les oligarchies et les responsables militaires contre ce type d'arrivée au pouvoir. Et c'est vrai que c'est le Venezuela, de ce point de vue-là, et Chavez, en plus de ses mérites sans doute de tacticien politique, a bénéficié donc de ce reflux, de ce début de reflux nord-américain sur le continent. Ouais. D'ailleurs, en 98, il faut le noter parce que les choses aujourd'hui ont changé, malgré sa réélection à 54% des voix. Je crois qu'au début, en 98, il y a vraiment une euphorie d'une large part malgré tout du peuple vénézuélien autour de Chavez et autour de... Chavez arrive malgré tout à faire consensus, même s'il y a toujours des franges, on le verra peut-être plus tard en 2002, parce qu'il y a quand même un coup d'État raté contre Chavez, plus ou moins d'ailleurs financé par les États-Unis, mais en 98, il fait quand même autour de lui le consensus, en tout cas dans les forces vives, si je puis dire, du mouvement social vénézuélien, c'est-à-dire du Parti communiste au mouvement indianiste. Chavez, il y a une certaine unanimité. Ce qui a malgré tout, on le verra peut-être plus tard, changé aujourd'hui, où il a été élu à 54% comme un moindre mal pour beaucoup de Vénézuéliens, car il faut bien reconnaître que le candidat qui était face à Chavez était malgré tout le candidat d'un certain Occident que je crois que nous sommes beaucoup à ne pas trop aimer. Mais en tout cas, en 98, c'est le moment où Chavez fait le consensus. Et on verra que par la suite, il y a quand même une sorte de désamour de la part de partis, de mouvements, et que Chavez n'est plus forcément le même. Oui, puis c'est vrai que c'était une vraie surprise, parce que si les États-Unis, dans la décennie 90, acceptent, en fait lâchent les différentes dictatures qui pouvaient exister sur le continent, je pense là en particulier au régime Pinochet, c'était en général pour une transition douce sur des partis qui étaient des partis de centre-droit. Ou social-démocrate. Voilà, des choses assez verrouillées. Tout à fait. Et de ce point de vue-là, oui, Chavez représente une vraie surprise. Mais alors, quand Chavez arrive au pouvoir, tous les médias sont aux mains de l'oligarchie. Toute l'économie pétrolière est aussi entre leurs mains. Et ils vont entamer une campagne terrible contre Chavez, ce qui peut expliquer que par la suite, Chavez va supprimer certaines radios. Il va prendre une revanche, car au départ, ce sont des campagnes terrifiantes. Les patrons, c'est fou, organisent des grèves dans le secteur pétrolier. La presse fait des campagnes. Qui organisent les grèves, quand même. Il faut le faire. Un beau paradoxe, là. Il faut le faire. Les campagnes de presse sont des campagnes de diffamation. Et Chavez, en fait, va comprendre l'importance des médias. Et il va peu à peu reprendre pied dans ce secteur et il interdira certaines stations de télévision et de radio, qu'il sera même supprimé. Voilà. D'ailleurs, on lui reprochera beaucoup et ses adversaires argumenteront justement de son autoritarisme et de son esprit démocratique quelque peu comment dirais-je, virtuel, fluctuant. Voilà. Mais donc à partir de 2000, en fait, à cette réélection, on rentre dans une autre logique là justement, qui est une logique mise en place de réformes agraires, des missions bien spécifiques bolivariennes comme ils les appellent, nationalisation des secteurs clés de l'économie. On rentre véritablement dans quelque chose de
différent, quoi. Et j'imagine que pour les États-Unis, à ce moment-là, ça doit commencer un petit peu à chatouiller là où ça fait mal. Oui. Alors, il faut savoir, malgré tout, que Chavez a touché au début de sa carrière un certain nombre d'intérêts américains, mais qu'il les a évidemment aussi réintégrés à un moment donné. Aujourd'hui, malgré ses discours très lyriques sur la solidarité anti-impérialiste, Chavez travaille malgré tout main dans la main aussi avec un certain nombre de multinationales américaines, brésiliennes. Il a de très bons rapports avec la Colombie, qui fut, dont il dit, alors que la Colombie, on sait très bien les liens particuliers qu'ils ont avec l'Amérique, enfin avec les États-Unis, et qu'il dit que c'est son meilleur ami, etc. Donc Chavez aussi est devenu peut-être davantage réaliste, à la fois parce que je pense qu'il n'avait pas vraiment, en tout cas que son entourage n'avait pas vraiment une volonté de rupture révolutionnaire, et qu'ensuite il s'agit aussi de garder cette manne pétrolière, cet argent, cette rente pétrolière, et qu'on ne peut pas faire... d'une certaine forme de réussite économique, en tout cas. Qui est le gage d'une certaine forme de réussite économique, évidemment, et en même temps, qui est, à mon avis, aussi une facilité, car on s'aperçoit de plus en plus que Chavez mène une politique économique assez improvisée. C'est ce que vous rappeliez d'ailleurs en début d'émission, c'est qu'il y a des moments où il va lancer de grandes campagnes, des missions bolivariennes, en général d'ailleurs quelques mois avant les élections, mais entre deux élections, Chavez vit un peu sur cette rente pétrolière. Il y a aussi la naissance, il y a énormément de corruption dans ce pays-là, mais c'est peut-être plus récent, ça, faudrait peut-être en parler, mais il a joué aussi évidemment avec... il est quand même difficile d'aller jusqu'au bout d'une rupture avec des multinationales du pétrole américaines et occidentales qui tiennent quand même encore beaucoup les rênes. C'est compliqué parce que cette exploitation des ressources naturelles, elle est en gros valable pour tout le continent. Hein. C'est aujourd'hui le principal vecteur de croissance économique pour quasiment tous les pays d'Amérique latine, en tout cas d'Amérique du Sud peut-être, parce que c'est vrai que l'Amérique centrale a moins de richesse et est dans une situation plus difficile. Mais par contre, les retombées sont positives en termes de rentrée d'argent. On sait aussi que les retombées peuvent être négatives. Ça rend ces économies très dépendantes. Ça a tendance à faciliter les importations au détriment très souvent des productions locales. Très souvent, ça entraîne une surévaluation des monnaies. Donc, c'est vrai que les incidences négatives sont importantes. Néanmoins, on s'aperçoit que finalement, il y a un certain nombre de pays qui assument tout à fait ce vecteur économique. Le Venezuela, finalement, est dans une situation un petit peu ambiguë, mixte. C'est-à-dire que d'un côté, c'est assumé parce qu'en effet, Chavez utilise la rente pétrolière. Et une partie de sa démarche, à partir de son élection, ça a clairement été d'essayer de remettre la main sur cette richesse pour qu'elle profite peut-être un peu plus, en effet, à l'État. Notamment avec une réforme fiscale qui était importante, exactement. Qui n'avait été pas faite. Et ça, c'est important de le noter. C'est que ça, c'est quand même une des grandes réussites du régime de Chavez. Une petite réussite, mais quand même une réussite. C'est qu'il y a eu quand même une sorte de volonté de réorganiser un petit peu les finances publiques et qu'on essaye de regarder un petit peu où part l'argent. Mais en même temps, l'utilisation de cette rente pour essayer de dynamiser d'autres secteurs économiques, pour l'instant, c'est clairement un échec. Alors, sur, disons, les points forts, je dirais que c'est la santé. La santé, il a créé des hôpitaux, des équipes mobiles pour aller vraiment dans les coins les plus reculés du Venezuela. Il a fait venir 15 000 médecins cubains. Et l'autre secteur, ça serait peut-être aussi l'éducation. Aujourd'hui, tout le monde sait lire et écrire au Venezuela. Et puis, il y a un point aussi quand même qui rend le Venezuela plus fort, c'est qu'il a payé toute la dette au FMI et à la Banque mondiale, et qu'aujourd'hui, le Venezuela est libre. Au point de vue finance, personne ne peut vraiment essayer de faire pression sur le gouvernement pour des raisons financières. Aucune banque. Et ExxonMobil et ConocoPhillips, les deux grosses compagnies pétrolières, ont préféré partir du pays plutôt que de donner 60% des actions des compagnies, etc. Donc, alors, il y a un autre gros problème qui est énorme, et d'ailleurs d'autant plus surprenant que Chavez est militaire, c'est le problème de la sécurité. On estime qu'il y a entre 8 000 et 10 000 meurtres par an au Venezuela, ce qui est énorme, alors qu'on aurait pu penser qu'en tant que militaire,
la première chose qu'il allait faire, c'était justement de sécuriser. Récemment, il a quand même promis je pense qu'il a enfin compris le problème. C'est ce qu'il a dit lors des dernières élections présidentielles, parce que ça devient dans certains quartiers de fait tellement insupportable que même la population et la population, les franges populaires qui sont victimes, comme d'ailleurs en France de l'insécurité, demandent quand même à Chavez un peu d'agir sur les points négatifs. Mais peut-être que vous vouliez rajouter quelque chose. Le problème de la sécurité, Michel, faut bien le signaler, parce que ça a pris des proportions complètement incroyables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une certaine frange de la population, on est arrivé à tuer pour pouvoir se nourrir. Et il y a des images à part. Enfin, moi, j'ai eu des échos de touristes là-bas où, sur certaines plages, le matin, les gamins se battent entre eux pour pouvoir un quignon de pain laissé par un touriste ou je ne sais quoi. On tue les chiens pour pouvoir se nourrir. Enfin, c'est des choses qui sont hallucinantes. Le trafic de drogue. Et le trafic de drogue, c'est une véritable blague tournante. Qui continue encore aujourd'hui. Et un ami qui a été au Venezuela il y a environ 6-7 mois m'a dit que dans certains quartiers, quand on se promène, on assiste à des ventes de drogue. Il ne faut pas regarder, il faut passer. Ouais. Si jamais on s'attarde qu'on regarde, on est mort. Ouais. Moi, juste une petite précision statistique. On est à 40 homicides pour 100 000 habitants au Venezuela, alors que la moyenne mondiale est de 9. Bon. Oui, moi, j'aimerais bien réagir aussi sur les liens entre cette insécurité qui a quand même malgré tout explosé depuis 5 ou 6 ans et les politiques bolivariennes. Car elles sont parfois improvisées et on assiste parfois à la création de quartiers un peu qu'on fait à la va-vite, donc d'ailleurs qui ont des problèmes sanitaires, où on va masser des pauvres qu'on fait venir de bidonvilles pour les installer presque en quelques mois et en quelques semaines dans des quartiers neufs. Et donc forcément, c'est un peu comme d'ailleurs il s'est passé en partie avec les HLM, bien qu'il n'y ait pas autant d'immigration au Venezuela, mais que ça s'est passé avec les HLM et les grands ensembles en France, c'est qu'il y a ces missions bolivariennes, je pense qu'il faut aussi les désidéaliser, car elles sont très improvisées, elles sont faites de manière électoraliste. Moi j'ai une citation, est-ce que je peux me permettre de la lire, où Chavez, au moment du référendum, quelque temps avant le référendum de 2003, et il commande un sondage à une sorte de grand organisme de sondage international pour savoir s'il allait gagner les élections, s'il allait gagner le référendum. Il se trouve que c'est ric-rac et qu'on lui dit que le référendum va sans doute être perdu. Et voilà ce qu'il dit. Alors il l'explique dans... J'ai la référence si ça peut intéresser les auditeurs. Ça se trouve sur Internet. C'est dans... Je crois d'ailleurs il l'a quasiment expliqué, carrément même, dans une de ses émissions télévisées, Allo El Presidente. Voilà. Et alors là, je me souviens que ce soir-là, ça a fait sur moi l'effet d'une bombe. Il allait perdre le référendum. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à travailler avec les missions bolivariennes. Nous avons conçu la première et j'ai demandé son aide à Fidel Castro. Je lui ai dit, écoute, j'ai une idée, attaquer en bas de toutes nos forces. Et il m'a dit, s'il y a un domaine... et je m'y connais, c'est bien celui-là, compte sur moi. Et les médecins ont commencé à arriver par centaines, un véritable pont aérien, des avions qui viennent, des avions qui s'en vont à la recherche de ressources. Et nous avons commencé à inventer les missions bolivariennes. Et alors nous avons commencé à remonter dans les sondages, et les sondages ne mentent pas. Il n'y a pas de magie dans cette affaire, c'est de la politique. Il n'y a pas de magie. Et vous voyez les résultats ? Donc on gagne le référendum parce que... Là, on est clairement dans la démagogie. Là, on est clairement dans la démagogie. Alors, il y a une part, il faut le reconnaître. On a fait... Moi, justement, pour citer, suite aux dernières élections pour citer un article récent qu'on peut trouver sur Internet également, le succès de Chavez, une révolution en construction, alors que ça fait quand même quelques années qu'il est là, c'est son pays décrété comme territoire libre d'analphabétisme par l'UNESCO en 2005, 60 000 nouveaux établissements, 55 000 enseignants incorporés cette année, donc on parle de 2012, 75 000 bibliothèques, un accès gratuit à la santé, la coopération de Cuba, la création de dispensaires et de médecins dans les banlieues et secteur rural, c'est ce que vous disiez, la production nationale de médicaments génériques gratuits, 178 000 Vénézuéliens pauvres récupérant la vue grâce à la mission Miracle, le traitement du sida gratuit, 4 millions de personnes engagées dans le sport, la reconnaissance des peuples indigènes, la distribution de terres aux paysans, 3 millions d'hectares distribués, des pensions de vieillesse à plus de 20 000 agriculteurs et pêcheurs qui ont à l'âge de retraite sans avoir jamais cotisé, la nationalisation des secteurs de l'économie qui, adossée à la hausse du prix du pétrole, ont généré d'importants revenus dont ont bénéficié la majorité de la population. N'en jetez plus, la coupe est pleine, c'est complètement incroyable, c'est le paradis sur Terre. Je suis désolé, ça ressemble un petit peu à une sorte de résumé des réussites du plan quinquennal
soviétique en 1951 ou 52. On a commencé cette émission, je pense, les auditeurs l'ont peut-être senti, qu'on avait une certaine sympathie, et moi je l'ai eu très longtemps, pour Chavez, qui est en effet un personnage historique, qui a je trouve une stature assez incroyable, qui a des talents d'orateur, qui a un certain courage, même on verra peut-être plus tard sur la politique étrangère, mais je n'aimerais pas que cette émission, mais je sais que sur Méridien Zéro c'est pas possible, serait une sorte d'agiographie de Chavez et de plaidoyer, car je pense que malgré tout il y a aussi des promesses non tenues. C'est un personnage ambigu qui a son courage, il y a l'usure du pouvoir. Je pense que Chavez n'est plus le jeune militaire idéaliste qu'il était en 92 ou le jeune président nouvellement élu qu'il était en 98, qu'il s'est fait de nouveaux amis, que le pouvoir corrompt, le pouvoir c'est le mal, le pouvoir c'est la mort, comme disait Louise Michel, même si c'était un peu excessif. Et il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus, hein. On n'est pas d'égotisme, mais je pense que c'est important de montrer cet aspect aussi plus sombre de la gestion de Chavez, notamment la naissance aussi d'une nouvelle bourgeoisie proche du pouvoir, de nouveaux entrepreneurs, ces liens étranges même avec un certain nombre de patrons sud-américains qui ne sont pas, je pense, ne sont pas des grands socialistes bolivariens. Donc voilà, mais là aussi, on peut replacer le Venezuela dans un cadre continental. C'est que là, par exemple, l'émergence d'une classe moyenne et le renforcement d'une classe moyenne au Venezuela, il s'observe dans d'autres pays, et en particulier au Brésil, c'est-à-dire des pays qui n'ont pas du tout choisi la même voie de développement ou de maîtrise économique que le Venezuela et que Hugo Chavez. Cette émergence de la classe moyenne se voit au Brésil, se voit en Argentine, depuis j'allais dire le collapse, depuis la chute du début des années 2000, l'Argentine connaît de nouveau un développement basé largement sur l'exportation de matières premières agricoles, mais qui là aussi du coup a profité à une certaine classe moyenne. Ça se voit également au Chili. Et de la même façon, dans tous ces pays-là, on voit aussi une persistance importante de la pauvreté. Persistance qui est très variable d'un pays à un autre, hein. Ça va, en gros, les deux pays les moins touchés par la pauvreté sont l'Uruguay et le Chili. On a à peu près 12% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté absolue. C'est-à-dire en parité de pouvoir d'achat, on considère que c'est 2 dollars par jour, hein. C'est-à-dire que ça... Dans les monnaies locales, ça va faire moins que 2 dollars, mais si on le ramène en parité internationale, on arrive à 2 dollars. Donc l'Uruguay et le Chili, qui pourtant ne sont pas des pays ayant choisi là aussi une voie bolivarienne, donc la pauvreté n'est que de 12%. Puis à l'inverse, on va avoir des pays d'Amérique centrale, comme le Honduras par exemple, où ça touche 50% de la population. De ce point de vue-là, le Venezuela finalement occupe une voie moyenne. C'est vrai que c'est compliqué. On peut toujours essayer de remplir la bouteille avec des si. Oui. Qu'est-ce que serait le Venezuela sans cette dizaine d'années de gestion chavéziste? On peut pas le dire. Alors, cher Jean-Louis Roméga, je suis entièrement d'accord avec vous. C'était simplement peut-être pour rafraîchir un certain idéalisme révolutionnaire, qu'on peut trouver d'ailleurs à gauche ou dans les milieux de la droite non conformiste, qui font de Chavez une sorte d'alternative majeure, incroyable, etc. Alors qu'il y a quand même des points qu'on peut critiquer. Et je pense que malheureusement, ce n'est pas simplement la naissance d'une petite bourgeoisie, d'une moyenne bourgeoisie, ce qui après tout est plutôt quelque chose de positif pour un peuple qui doit produire, qui doit avoir aussi des entrepreneurs, etc. En tout cas, c'est mon avis. Mais aussi d'une élite. Quand je parle de bolibourgeoisie, c'est une sorte d'élite qu'on pourrait d'ailleurs rapprocher de nos bobos, mais peut-être en plus riche, où d'un côté, ils vont tenir des grands discours révolutionnaires et bolivariens, et de l'autre, moi ça m'a été raconté d'ailleurs par un ami argentin qui a voyagé au Venezuela, et qui de l'autre, certains ministres vont faire leur séjour à Miami pour habiller leurs dames. Après avoir fait des discours anti-impérialistes, je trouve que c'est un peu paradoxal. Voilà. Mais c'est pas du tout pour noircir. Je pense que d'ailleurs, ce qui est d'ailleurs assez terrible en France, c'est qu'on a au fond l'opposition entre Bernard-Henri Lévy, sur en tout cas la question de Chavez, et Mélenchon ou Alain Soral. J'ai d'ailleurs plutôt la sympathie pour Alain Soral, mais c'est vrai que j'aimerais que sur Chavez, en tout cas, le débat soit pas simplement entre Alain Soral et Bernard-Henri Lévy. Non. Et c'est vrai que quand on cite les réussites, on s'aperçoit effectivement que c'est des domaines où il suffit d'avoir de l'argent.
créer les magasins à prix moindre. Il a créé une chaîne de librairie, donné des pensions aux retraités, etc. C'est de l'argent. L'échec est peut-être dans l'organisation de l'économie, disons, industrie et agricole. Mais je crois que ça tient à ce problème terrible qu'il y a eu au départ, c'est que Chavez n'a pas eu le temps, quand il a créé son parti, de créer des cadres. Donc il est très vite arrivé au pouvoir avec un parti qui s'était constitué il y a 3-4 ans auparavant. Et en fait, il a distribué des postes à des gens qui ne pouvaient pas les tenir. Ces gens, une partie d'entre eux se sont enrichis. Je ne pense pas que ça soit le cas forcément, quand je parle d'enrichissement, c'est-à-dire d'enrichissement comme Berlusconi, etc. Je ne pense pas que ça soit le cas de Chavez. Sinon, l'Amérique l'aurait révélé depuis longtemps, je pense. Surtout qu'il revendique le fait de ne pas toucher de salaire ou d'avoir mis son salaire de président au même niveau que le revenu, je crois que c'est 300 et quelques euros, au revenu minimum, enfin moyen au Venezuela. Alors moi, juste un petit point avant de faire notre seconde pause. On accuse souvent de Chavez d'être un faux démocrate, d'être sous des allures comme ça, d'être un véritable dictateur. Il faut quand même reconnaître qu'au Venezuela, il y a quand même des leçons de démocratie qu'on pourrait peut-être aussi nous donner. Cette facilité notamment de pouvoir déclencher un référendum. Il en a d'ailleurs fait les frais, ça lui a donné raison, mais je crois qu'on peut très facilement provoquer un référendum là-bas. Toutes les élections ayant été visées, en tout cas contrôlées, notamment on parle dans la Fondation Carter, dont c'est le rôle principal, qui n'est pas relayé aux États-Unis bien évidemment, mais qui disent que c'est un modèle de démocratie. En tout cas, c'est un modèle au niveau des élections, transparence démocratique. C'est pareil, c'est toujours l'ambiguïté aussi de ces pays d'Amérique du Sud, qui ont une tradition aussi de violence politique très forte. C'est qu'à la fois, Chavez est un modèle de démocratie, en effet, les élections ont été respectées. D'ailleurs, le candidat qui s'était opposé, Capriles, a reconnu tout à fait la victoire de Chavez, il n'y avait pas de problème. Il a pu mener une campagne d'ailleurs avec quelques morts de temps en temps, puisqu'il y avait certains partisans de Chavez un peu violents. À côté de ça, c'est vrai que sur la démocratie sociale, Chavez n'a pas toujours été respectable. Il y a de 2500 syndicalistes, et qui ne sont pas des syndicalistes patronaux, en prison en ce moment au Venezuela, alors c'est pas directement de Chavez d'ailleurs, je pense, qui est coupable de ça, parce que Chavez ne fait pas tout dans le pays, mais c'est des syndicats de chavistes qui se sont créés aussi comme une sorte un peu de mafia. Enfin, on a la CGT en France, on peut un peu connaître ça. Il y a des règlements de compte, il y a des logiques aussi de pouvoir dans les entreprises. Il y a parfois aussi des grèves qui, dans certains secteurs, puisque Chavez, comme on le rappelait, n'a pas que des mauvais rapports avec les États-Unis, mais quand les multinationales brésiliennes ou américaines font suer le bournou, si je puis dire, et que les ouvriers indiens, enfin d'origine indienne, ou les ouvriers se révoltent, on envoie la police pour réprimer les grèves sauvages. Donc c'est ambigu, et en même temps il faut reconnaître, c'est mieux faire en effet. Mais il faut reconnaître que Chavez n'est en effet pas du tout ce tyran qu'on nous présente dans la presse. Voilà, je vous propose tout de suite notre seconde pause musicale. Pensando que todo andaba bien, ay, disque haciendo billete, ay, para comprarme un jet, y así todo el mundo recorrer, ay, mamá, pero yo aterricé, y ya no tengo un jet, y ya no tengo un jet.
vuelve me muero, y eso es de verdad. Si tú te vas, mi corazón se morirá, óyeme mujer. El día que tú te fuiste se me fue el sol, la luna y las estrellas, soledad. Porque mi corazón palpita, oye, por ti, todo inclusive mi respiración depende de ti. Si usted te vas, toda mi vida va a acabar. Solo quiero encontrarme soledad. ¿Quién sabrá dónde estará? ¿Y por qué se fue? Soledad. ¿Quién sabrá dónde estará? ¿Y dónde se metió mi vida? Oye, mamá. ¿Quién sabrá dónde estará? ¿Y por qué se fue? Soledad. No te vayas de mi lado, oye, desesperado a mí me dejarás soledad. ¿Quién sabrá dónde estará? ¿Y por qué se fue? Soledad. Dime ya, dime ya, dime ya, y mamacita, ¿dónde yo te puedo a ti encontrar? ¿Quién se fue? ¿Quién sabrá dónde estará? ¿Y con quién se fue? ¿Quién sabrá dónde estará? ¿Y con quién se fue? ¿Quién sabrá dónde estará? ¿Y con quién se fue mi soledad? Dime ya, mamacita, donde yo te puedo ir a buscar, quiero yo saber en dónde te metiste, vida de mi vida, dímelo ya. Porque si tú ya no apareces toda mi vida y se me va a acabar. ¡Qué sorpresa! Me diste cuando me dejaste ese cuchillo, tú hondo clavaste en mí. Oye, mujer, si tú lo sacas me desangro, te lo juro, oye, por ti. No te vayas, mamacita, que mi vida sin ti se me va a acabar. Vaya. Ahí estaba. De retour sur Méridien Zéro après cette pause musicale pour notre émission consacrée à Hugo Chavez. Ce soir, nous recevons Michel Thibault et Olivier François. Nous allons aborder dans le temps qui nous reste pour cette dernière partie d'émission l'aspect politique extérieur de Chavez, de sa politique extérieure internationale. Nous aborderons également un petit peu le positionnement par rapport à la gauche française, cette espèce d'icône qu'on a voulu en faire ou qu'on en fait, notamment des gens comme Mélenchon, nous en avons déjà parlé. Et pour terminer, on fera un petit point un petit peu sur, Olivier en a déjà un petit peu parlé, sur cette aura que peut avoir dans nos milieux Chavez, et on essaiera un petit peu de comprendre pourquoi et comment. Voilà. Alors la politique extérieure aujourd'hui, on l'a vu, anti-impérialisme, mais ça résume pas tout. Ça l'a peut-être résumé à une certaine époque, aujourd'hui on l'a vu, et c'est aussi dans sa politique intérieure une certaine forme d'opportunisme certainement aussi. Ah oui, Michel, peut-être. Alors, effectivement, en politique étrangère, il a d'abord voulu, je pense, s'assurer des amis face à l'Amérique. Donc, en 2006, il est rentré au sein de la Ligue arabe. Il a noué des contacts avec l'Iran, avec la Russie. Par l'intermédiaire de la Russie et de l'Iran, il a pu former son armée. Et je crois qu'il est devenu un modèle, et tous ceux qui sont venus après lui, que ce soit Morales, Correa ou Malaolanta, je pense que c'est grâce à Chavez. Et puis, il y a une chose, je pense, qui pourrait servir d'exemple ici, c'est que Chavez a pensé en termes de grand espace. Comme on disait au début de l'émission... America Total. Qui est voilà. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que, justement, dans le dernier livre d'Alexandre Douguin, la 4e théorie, Douguin dit qu'il faut poser les problèmes si on veut vraiment mener une lutte avec une chance d'efficacité en termes de civilisation.
Et Dugin a dit qu'effectivement, il faut penser en termes de civilisation, en termes de solidarité de civilisation vis-à-vis de la seule entité qui n'est pas une civilisation, c'est-à-dire l'Amérique, qui est les Allemands diraient, c'est la culture, c'est-à-dire c'est de la technique. Et donc là, Chavez, en fait, s'est montré eurasien avant la lettre. Alors le problème, c'est peut-être un problème d'image, qu'il arrive peut-être à moins pénétrer dans les pays européens ou asiatiques. Il a une image parfois farfelue, qui correspond à beaucoup de personnalités d'Amérique latine, mais qui peuvent déstabiliser les Européens. Et je crois que c'est dommage parce que en politique étrangère, il essaie, je ne sais pas s'il réussira, mais il essaie de créer un véritable front contre l'Amérique, contre la mondialisation, avec les pays qui sont plus ou moins sur la même ligne que lui. Alors encore une fois, là je vais peut-être pas vous contredire exactement, cher Michel Thibault. Je pense qu'en effet la politique étrangère de Chavez est souvent intéressante et courageuse, notamment sur l'affaire syrienne où il a pris des positions, à mon avis, parfois romantiques dans son éloge de Bachar el-Assad, grand serviteur de l'humanité, etc. Bon, je pense que Bachar el-Assad... c'est le genre de déclaration qui fait penser au général Tapioca. Exactement, c'est des déclarations très, comment dirais-je, latines, si je puis dire. Mais après, son discours sur la Syrie, de toute façon, est très clair. C'est avant tout contre le droit d'ingérence, contre l'ingérence américaine, contre la liberté des États et des nations, en effet, à défendre leurs frontières, etc. Rappeler aussi le fait qu'en Syrie, ce qu'on nous présente comme l'opposition ou la dissidente, encore certaines de ces franges sont aussi financées par l'étranger, etc. Donc il a rappelé des choses importantes. Après, moi, je pense qu'il y a beaucoup aussi de discours chez Chavez. Chavez aime quelqu'un, on le voit d'ailleurs, de la manière dont, quand il a reçu Ahmadinejad, quelqu'un qui aime mettre en scène ses amitiés. C'est déjà beaucoup, surtout aujourd'hui où la plupart des dirigeants s'aplatissent devant les... C'est aussi culturel. C'est aussi culturel, évidemment. Mais c'est vrai qu'on a eu, quand on voit les images de la réception d'Ahmadinejad, il fait venir la garde bolivarienne avec ses pompons et ses képis, etc. Il fait des grands discours d'amitié. Après, je pense que sa politique est aussi déterminée par son statut de puissance pétrolière, donc son rapport à l'Iran, son rapport à la Syrie, mais on pourrait aussi parler de son rapport à l'Arabie Saoudite, où il ne conteste pas complètement ça, son rapport aux États-Unis, où il y a plus de postures que véritablement d'actes, me semble-t-il. Après, il faudrait vraiment chercher, mais c'est déjà beaucoup qu'un président si proche des côtes américaines dise ce qu'il dit sur Ahmadinejad, sur Assad, sur le droit des nations à être indépendantes, etc. Mais je serais peut-être moins enthousiaste que Michel Thibault et que beaucoup. Je pense qu'il y a chez Chavez une geste, mais comme chez De Gaulle d'ailleurs. Chez De Gaulle, il y avait des grands discours anti-impérialistes, mais De Gaulle, pour son agriculture, commandait, et on a vu le prix que l'on payait les paysans français, commandait des tracteurs américains. Pour le coup, il y a un vrai problème de cohérence aussi du projet. Si on regarde en Amérique latine, pour l'instant, les pays qui ont rejoint l'ALBA, c'est-à-dire l'Alliance bolivarienne des Amériques, donc qui est la structure, alors c'est pas une structure économique, puisque la structure économique c'est le Mercosur, donc Mercosur qui est un marché commun, c'est-à-dire c'est pas exactement l'Union européenne, c'est pas non plus exactement un marché de libre-échange. En gros, dans le Mercosur qui regroupe par exemple le Brésil, l'Argentine, les pays se mettent d'accord pour un certain nombre de règles de commerce entre eux et sur un certain nombre de tarifs appliqués aux importations extérieures. Mais ça ne va pas au-delà. Le Mercosur a une dimension qui est purement politique. Par contre, l'ALBA, donc l'Alliance bolivarienne des Amériques, a une dimension qui se veut nettement plus offensive et politique. Et on trouve qui dedans ? On trouve l'Équateur, petit pays respectable, mais petit pays. Le Nicaragua, qui est quand même là aussi très, très affaibli depuis les années 80, même s'il est en voie de démocratisation, avec une victoire pour le coup des sandinistes, qui là aussi montre que le climat a changé. Cuba, la Bolivie bien sûr, et puis 3 ou 4 petites îles des Antilles, comme Trinidad. Donc...
Et c'est tout pour l'instant. Alors, on peut évidemment se poser la question. Hein. Il est évident que, par exemple, l'ALBA aurait un poids totalement différent si le Brésil qui est dirigé par le Parti des travailleurs, hein, supposé être à gauche, si par exemple le Brésil avait rejoint une telle alliance. Ce n'est absolument pas le cas et visiblement c'est pas du tout en projet. Ça veut dire que sur le continent latino-américain lui-même, c'est vrai que la dimension anti-impérialiste peine quand même encore à émerger. Oui, c'est vrai qu'on a l'impression parfois d'être dans une logique ou dans une réalité un petit peu superficielle. C'est comme quand ils traitent Bush de menteur ou de tyran, ou quand ils demandent à ce que l'ONU quitte New York. Enfin voilà, et c'est des trucs... D'ailleurs, il fait des erreurs, on peut reconnaître, parce qu'on voit tout à fait... Je trouve que ça manifeste bien la personnalité de Chavez et son côté un peu improvisateur latin, tapioca ou plutôt général Alcazar. C'est qu'il va... moi, je trouve ça d'ailleurs très sympathique. Il va à une réunion de l'OPEP en Arabie Saoudite et il fait appel au Christ lors de son discours. Il fait son signe de croix devant un parterre d'émirs arabes qui le regardent. Alors forcément, diplomatiquement, il ne peut rien dire, mais bon, je pense que s'il n'était pas le président vénézuélien, il aurait été immédiatement arrêté par la police pour insulte à la charia. Et donc c'est assez amusant. Et ce qui est terrible dans ce genre de personnage, c'est que souvent, quand ils disparaissent, ils n'ont pas formé de successeurs. Il n'y a rien derrière. Et c'est ça qui serait grave. S'il venait à disparaître, que deviendrait le bolivarisme ? Son état de santé est problématique. Ouais. En même temps, c'est ce qui explique sans doute aussi cet acharnement. Et il y est parvenu à casser en fait les anciennes règles qui existaient sur le non-renouvellement du mandat suite à une élection. Donc il a commencé une première fois, c'était en 2005 je crois, ou 2006, par permettre que la réélection puisse être immédiate, alors qu'auparavant elle devait attendre 10 ans je crois. Ensuite il a fait sauter le verrou du troisième mandat, et donc là il commence... Bon, c'est qu'à un moment il y a sans doute... Bon, il y a d'une part le fait de vouloir faire une œuvre et de continuer cette œuvre. Mais il y a aussi sans doute le fait que derrière, il y a pour personne. Ajouter à ce que dit Jean-Louis Roméga, ça c'est très, très juste aussi, c'est que le fait, comme le pouvoir malgré tout est très personnalisé, c'est peut-être aussi ça qui est à la source d'une certaine corruption du pouvoir vénézuélien, c'est-à-dire comme vous le rappeliez Michel, il y a très peu de cadres, donc il se trouve que par exemple des gens peuvent successivement être ministre des travaux publics, ensuite ministre de l'éducation, ensuite travailler aux affaires étrangères, être député. On retrouve cette part d'improvisation permanente. Donc on retrouve cette part d'improvisation permanente, mais je pense que s'il y a de la corruption, c'est pas tant parce que Chavez serait une sorte de démon, d'hypocrite, de cynique, etc. Je pense que c'est un homme qui a une volonté politique et qui a un véritable amour de son peuple malgré l'usure de pouvoir, mais c'est aussi du fait de cette improvisation et de la grande personnalisation du pouvoir. Oui, et puis on sait aussi qu'il y a une vraie corruption au sein du pays. Il a face à lui une administration, il était obligé, je crois, de créer une espèce d'administration parallèle tellement les oppositions étaient importantes dans les réformes qu'il voulait entreprendre. Donc j'imagine que les choses ne sont pas non plus si simples que ça. Et là aussi, on ne peut pas avoir une vision uniquement caricaturale, et c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident. Alors dans le temps qui nous reste, Michel, vous avez quelque chose à ajouter ? Oui, je voudrais dire sur le problème de la violence et de la corruption, il faut savoir que les responsables de la police sont nommés par les gouverneurs de région. Donc un responsable de police peut rester 3 ans, être viré par le nouveau gouverneur de la région, etc. Donc ça c'est un problème. Et en plus, les armes sont en vente libre. Oui. Ce qui n'arrange rien. Ce qui explique un petit peu les chiffres que nous donnions peut-être tout à l'heure aussi. Ouais. Pour finir, la corruption est quand même quelque chose d'endémique dans tous les pays qui sont de rente pétrolière. De rente d'une façon générale, et a fortiori, et pétrolier en particulier. Alors, bon, c'est vrai que certains pays font mieux que le Venezuela. La Norvège, par exemple. Excusez-moi, Jean-Louis. Pour le plaisir de nos éditeurs, est-ce que je peux vous lire un petit portrait que j'ai trouvé de Salazar Carreño, qui est le frère du deuxième homme le plus puissant du Venezuela, le frère du président de la compagnie pétrolière d'État PDVSA, donc un proche de Chavez. Et voilà comme il est présenté. Salazar Carreño, jadis vendeur de police d'assurance, est aujourd'hui l'un des hommes les plus riches du Venezuela. Tout cela grâce à son puissant cousin proche de Chavez, par le biais duquel il a obtenu des contrats multimillionnaires
millionnaire d'assurance. Le rouge doré, comme on l'appelle, aime faire la fête, se vautrer dans le luxe et jeter l'argent par la fenêtre. Ça, c'est dans une revue de la gauche argentine. Il passe ses vacances à Dubaï, qu'il a rejoint dans son avion personnel avec ses femmes de chambre, ses cuisiniers et ses gardes du corps. Il a des propriétés aux États-Unis et en Europe. À Caracas, il a acquis un appartement de luxe dans l'urbanisation Campo Alegre, mais le trouvant trop petit, il a finalement acheté l'immeuble tout entier. Il adore chanter et a créé un orchestre de 100 millions de salsa payé en dollars, avec lequel il répète 3 fois par semaine au rez-de-chaussée de l'hôtel Marriott devant certains ministres du gouvernement de Chavez. C'est très sud-américain. C'est peut-être un avant-goût du paradis, c'est ça le Venezuela, sans doute. Alors dans les quelques minutes qui nous restent, je voudrais simplement excusez-moi, qu'on torde le cou en quelque sorte à certaines idées reçues et notamment certaines personnes en France et en Europe, mais en particulier en France, qui s'attribuent un petit peu facilement l'image, en tout cas la figure de Chavez et en particulier celui qui n'est pas notre ami Mélenchon, qui à la suite de la réélection de Chavez a donné une grande fête en pompe pour son frère, ainsi de suite. Enfin, on se rend compte qu'en fait il y a énormément de choses qui les séparent et qu'on est là aussi dans une espèce d'abstraction. Il y a quand même un pouvoir de séduction et un mensonge là-dessus qui est quand même absolument prodigieux, quoi. La gauche française a jamais fait le deuil d'un certain messianisme. Surtout celle-là. Oui, tout à fait. Et de fait, on le retrouve là. Oui, tout à fait. En plus, ce que je trouve assez cocasse, c'est de voir Mélenchon, qui s'est donné des allures populistes pendant la campagne électorale, est quand même entouré de gens qui représentent cette gauche sociétale. Il y a quand même Clémentine Autain au bureau politique, je crois, du Front de gauche. Et Chavez est très loin, mais très très loin de Clémentine Autain. Non, mais ça, depuis de toute façon, même dans les paroles, fait le jeu de l'oligarchie. Je veux dire, en faisant voter pour le moindre mal, ainsi de suite, il est complètement dans cette logique-là. Je pense que Chavez, avec son intégrité qu'on peut quand même lui accorder, aurait certainement. En plus, il faut dire que Chavez a donné parmi les droits aux Indiens. Il donne l'enseignement dans les endroits où les Indiens vivent. Ça se fait en langue indienne. Mélenchon a une haine terrible des langues régionales. C'est un jacobin. La seule chose, je crois, qu'il pourrait revendiquer de Chavez, c'est sa grande gueule. Pas mal. Oui, puis une posture qui reste anti-américaine. C'est-à-dire que à un moment, en fait, on attrape l'ombre plutôt que la proie, et donc l'ombre, en l'occurrence, c'est en effet une opposition affichée à l'impérialisme américain et à une hégémonie qui d'ailleurs tend à s'affaiblir quand même, parce qu'on n'est plus exactement dans la situation de l'immédiat chute du mur. Donc, mais voilà, on soutient. Donc c'est une des principales figures anti-américaines, et donc on s'affiche avec en espérant en recevoir des perles. Il est certainement mieux perçu que de soutenir Ahmadinejad ou d'autres. C'est beaucoup plus facile de soutenir. Ou un régime castriste à bout de souffle. Et puis c'est vrai que l'Amérique du Sud, il y a toujours cette espèce de poésie, d'idéal révolutionnaire et d'icônes nécessaires pour ces gens-là qui, à défaut, à la fin des idéologies, se raccrochent un petit peu aux branches. Et Chavez est peut-être encore une branche, justement. Oui, tout à fait. Il y a ça. Et en plus, je pense que chez Mélenchon, il y a, comme vous le dites, une volonté de se rattacher à ce qui reste un petit peu d'idéal révolutionnaire. Et puis, il se fait un Chavez sur mesure. C'est-à-dire que Mélenchon, je pense qu'on lui poserait des questions sur la relation de Chavez avec Ahmadinejad. Il ne veut pas y répondre. D'ailleurs, je crois qu'il évite toujours la question. Sur la Syrie, Mélenchon a quand même... Kadhafi, sur le soutien de Chavez sur la Kadhafi. Évidemment, et sur la Syrie, Mélenchon a pris des positions... il en a appelé à l'ONU, mais enfin il n'est pas très courageux sur ce point de vue-là. Donc il y a vraiment il y a une grande distance. Et pour la petite histoire, quand même, je pense que Clémentine Autain devrait, je sais pas, accuser ou condamner Chavez pour homophobie, parce que pendant toute la campagne électorale contre son candidat, il le traitait de maricones, c'est-à-dire PD en espagnol. Donc de fait, non, ils sont très très loin. C'est-à-dire qu'en plus, il y a deux tendances vraiment chez Mélenchon. Il y a les vieux du Parti communiste qui suivent, et c'est quand même majoritairement encore aujourd'hui Mélenchon, un représentant de cette gauche sociétale qui s'est lancée depuis 20 ans dans les combats pour les sans-papiers, pour les minorités, pour les transsexuels, etc. Donc on est très loin de ce que peut être Chavez, ce qu'il peut représenter, à mon avis. Je crois que c'était... Oui, Michel ? Alors, dans le milieu identitaire, pour parler justement, du milieu identitaire, je crois que s'il y a une leçon qui devrait être donnée, c'est que Chavez a compris que face à la puissance américaine, qui reste quand même la première puissance mondiale, économiquement, militairement, etc., il faut des amis.
Et que les patriotes arabes, les patriotes africains, les patriotes asiatiques sont sur la même ligne de front que nous. Si on n'a pas cette idée en tête, c'est déjà perdu. Tout à fait. Et la force de Chavez, il aurait pu dire « je suis chrétien, ils sont musulmans, je n'en veux pas ». Mais il a très bien compris que face à l'Amérique, il fallait le front le plus étendu possible et comprendre que toutes les civilisations sont solidaires entre elles face à ce qui est effectivement une non-civilisation, les États-Unis d'Amérique. Oui, et puis son pendant économique, c'est cette espèce de mondialisme galopant qu'on veut nous imposer à tout va. Oui. Je crois que justement, vous le résumiez, vous venez de le redire, c'est qu'aujourd'hui le vrai combat, il n'est pas dans le détail, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement des problèmes religieux ou autres, c'est véritablement des problèmes de civilisation. Et à ce titre-là, on peut accorder ce crédit-là à Chavez, c'est qu'il défend une certaine forme d'indépendance civilisationnelle, quelque part, je ne sais pas si on peut employer ce terme-là, et que dans la mouvance identitaire au sens large, on peut tout à fait s'identifier, toute proportion gardée. Il y a plusieurs d'ailleurs tentations dans cette mouvance-là. Il y a à la fois, à mon avis, une tentation qui n'est pas une tentation, qui peut être une voie d'ailleurs nationale révolutionnaire. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure, c'est-à-dire où on va défendre au nom d'un anti-impérialisme radical, on va défendre au fond toutes les dictatures anti-américaines, ce qui me semble être parfois une écueil. Et ce qui, d'ailleurs, moi j'ai été étonné, même si j'étais évidemment contre l'intervention de l'OTAN contre Kadhafi, mais enfin dans certains milieux, on aurait demandé un peu plus de modération, de nous présenter tout d'un coup Kadhafi en héros anti-impérialiste, alors que 2 ans avant, il allait cirer les pompes à Berlusconi, il faisait des affaires, et même livrait parfois un certain nombre de personnes à la CIA. Donc, à une époque, Kadhafi était bonne fille pour distribuer aussi quelques moyens. Oui, donc, oui, exactement. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, je pense qu'il faut être des anti-impérialistes, et je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, Michel Thibault, sur la question américaine, mais après, point trop d'enthousiasme pour des figures qui sont des figures intéressantes, mais qui sont aussi des figures complexes, etc. Et je trouve que parfois, dans cette mouvance-là, il y a aussi une sorte de romantisme révolutionnaire qui fait successivement adorer Saddam Hussein, d'ailleurs sans forcément de cohérence, Saddam Hussein, Bachar el-Assad, Ahmadinejad, etc. Alors, tous ces gens, d'ailleurs, ne doivent pas être diabolisés. L'Occident les a souvent réduits à être des nouveaux Hitler, etc. Mais je pense qu'il faut raison garder, il faut les soutenir, quand ils méritent d'être soutenus, surtout quand ils sont agressés, d'ailleurs. Mais je pense qu'on a, justement, c'est un manque d'imagination de toujours, à mon avis, aussi se réclamer de ces expériences étrangères qui sont aussi des expériences vénézuéliennes, iraniennes, irakiennes, syriennes, etc. Alors, je pense qu'on a assez de traditions en Europe aussi pour essayer de trouver nos propres voies. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller chercher forcément ailleurs les icônes nécessaires. D'autant, et là aussi c'est quand même quelque chose de très fort qu'a fait Chavez, d'autant que Chavez a toujours dit « le bolivarisme, c'est pour l'Amérique latine, cherchez votre propre modèle ». Il l'a dit et répété. Et c'est là, je crois aussi, quelque chose qu'il faut appliquer chacun dans sa zone de civilisation. Comment trouver son propre modèle politique, culturel, il faut bien reconnaître, économique. D'ailleurs, Michel, que chez Ahmadinejad, c'est un peu différent. Parce que je crois qu'Ahmadinejad, le seul modèle, c'est la révolution islamique iranienne. Et même si il a des aspects sympathiques, Ahmadinejad. Mais voilà, c'est... Je crois, et je vous remercie, ce sera le mot de la fin. Notre émission s'achève. J'espère, chers auditeurs, qu'elle vous aura permis de mieux connaître cette personnalité singulière d'Hugo Chavez. Merci à Lord Igor pour la technique, puisqu'il nous assistait ce soir. Jeune marié, nous l'en félicitons. Tous nos vœux de bonheur. Voilà, je tenais à le signaler. Merci Olivier François. Merci Michel Thibault. Merci Jean-Louis, à très bientôt. Oui. Voilà, et donc vous pouvez retrouver bien évidemment sur notre blog nos émissions. Vos commentaires sont les bienvenus, nécessaires et indispensables au www.méridien0.com. Je vous dis à très bientôt. À l'abordage. Et pas de quartier.